Bienvenue au service de Calcul Canada. On est maintenant en train de partager notre ordre de jour pour la présentation aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais vous expliquer quelques instructions liées au WebEx afin que cette séance puisse se dérouler rondement. Ensuite, je vais vous expliquer un peu pourquoi on est en train de faire cette présentation avec Calcul Canada et les liens entre notre cadre de travail des données de la recherche en santé. Puis après ça, je vais vous présenter nos présentateurs de Calcul Canada et on va écouter leur présentation. Et finalement, on va lire les questions s'il y en a, puis on peut poser les questions à Mark et à Jonathan qui vont répondre à vos questions s'il y en a. Vous pouvez utiliser la boîte à discussion pour partager vos questions avec nous. On va expliquer ça bientôt. Si vous écoutez cet enregistrement ou cet webinaire après le fait, vous pouvez envoyer des questions à Calcul Canada ou à notre centre de contact IRSC. L'adresse courriel ici, c'est soutien@cir-irsc.gc.ca. Puis pour les questions pour Calcul Canada, l'adresse de courriel, c'est info@computecanada.ca. À propos de WebEx, j'aimerais attirer votre attention sur la disposition des supports visuels. À la gauche de votre écran, vous pouvez voir l'écran de présentation. C'est là où vous allez trouver les diapositives que nous partageons avec vous. À droite, je suis en train de vous montrer à droite, il y a au moins une boîte. Celle qui est importante pour nous, c'est le boîte à discussion. C'est un panneau à droite et c'est là où vous pouvez nous écrire des questions s'il y en a ou vos commentaires. Il y a une petite zone de texte en bas du panneau où vous pouvez envoyer des messages. Oui. Voilà. Oui, c'est la fonction chat là. Alors, aujourd'hui, on va enregistrer cette séance participants are welcome to ask questions in English or in French. Just type them into the chat box. Vous pouvez demander les questions dans la langue officielle de votre choix, puis on va essayer de les répondre. Alors, pourquoi on est ici aujourd'hui? En fait, c'est à cause de la cadre et plan d'action des IRSC pour les données de recherche en santé et les données liées à la santé. En fait, on veut sensibiliser les gens à l'importance des données de recherche, leur utilisation et leur accès. Et cet webinaire est une des façons dont les IRSC appuient les liens entre les chercheurs et les ressources nécessaires pour une recherche axée sur les données. Les IRSC cherchent à faire mieux connaître les ressources existantes qui aident à rendre accessibles, à explorer, à raccorder et à analyser les imposantes quantités de données utilisées dans la recherche en santé. Alors, notre cadre énonce des résultats, des objectifs et des mesures de soutien déterminés. On peut prendre connaissance du cadre et plan d'action des IRSC sur notre site web. Pour rendre là, sur notre site irsc.gc.ca, sous l'onglet de collaboration, sélectionnez l'onglet des données sur la recherche en santé et là, vous trouverez des nouvelles, les informations sur nos initiatives liées des données, des ressources, parmi d'autres choses. Alors, c'est là où vous pouvez rester au courant sur les choses qu'on fait à propos des données de la recherche en santé.
Alors, maintenant, on est ici pour entendre nos deux présentateurs de Calcul Canada. Premièrement, je vous présente Marc-Étienne Rousseau. Il est l'architecte logiciel en chef du Calcul Canada. Il compte plus de 15 années d'expérience dans l'établissement de plateformes d'infrastructures de TI et logiciels. Il est avec Calcul Canada depuis presque une douzaine d'années. Et aussi Jonathan Furland, il est le directeur de la sécurité de l'information à Calcul Canada. Puis, oui, un instant ici, il élaborera une stratégie pan-canadienne en cybersécurité qu'il appliquera à l'ensemble des installations de Calcul Canada. Alors, bienvenue Jonathan et Marc. On va passer le contrôle à vous pour vous écouter, pour écouter à votre présentation. Marc, je viens de donner les privilèges à toi. Si tu peux appuyer sur étoile 7, puisqu'on peut t'entendre. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, je suis Marc Rousseau. Et juste une petite correction, je ne suis pas avec Calcul Canada depuis une douzaine d'années. J'étais avec l'équipe C-Brain à McGill, donc une plateforme de recherche médicale depuis 2008. Et maintenant, je suis avec Calcul Canada depuis le début de l'année 2017. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les ressources de Calcul Canada et ce qu'elles peuvent faire pour vous en tant que chercheur en sciences de la santé. Donc, Calcul Canada, pour faire un peu le point, est le seul fournisseur canadien d'infrastructures numériques partagées pour la recherche. Donc, le seul fournisseur majeur, disons. C'est une entreprise sans but lucratif dont les membres comprennent la plupart des hôpitaux et des établissements de recherche au Canada. Le financement de Calcul Canada est assuré par un schéma assez classique de la FCI, donc 40% de fonds fédéraux avec 60% de fonds qui proviennent des provinces et des établissements. Et en ce moment, nous fournissons des services de calcul partagé à plus de 11 000 chercheurs dans tout le pays, sans aucun frais. C'est important de mentionner. C'est une question fréquente. Les gens ont l'impression qu'il y a des frais à l'utilisation. Il n'y en a aucun. Diapo suivante. Donc, nous fournissons des services à toutes les disciplines de recherche représentées au Canada. Ici, on a un diagramme montrant la proportion de chaque domaine ou discipline en général. Donc, on peut voir qu'en bleu foncé, on a le génie et les mathématiques informatiques qui prennent la plus grande part. On pouvait s'y attendre. Mais tout de suite, la deuxième plus grande portion qui est en bleu poudre, c'est sciences médicales, biologiques et de la vie, sciences de la santé, sciences biologiques. Et ça forme à peu près un quart des utilisateurs. Et on peut joindre à ça probablement la partie jaune qui est chimie, biochimie, qui est souvent très connexe. Donc, il y a quand même une majorité d'utilisateurs en sciences de la santé. Il y a des domaines aussi qui sont plus traditionnels au niveau du calcul de pointe, comme l'astronomie, la physique, mais ces communautés-là ne sont pas aussi nombreuses que d'autres. Prochaine diapo. Donc, Calcul Canada est intéressé d'en savoir un peu plus sur l'impact de l'utilisation de leurs ressources par rapport aux publications faites. Ici, on a un graphique qui représente pour plusieurs disciplines un impact normalisé où la ligne jaune verticale devant le chiffre 1 est la moyenne mondiale.
En gris, on a la moyenne canadienne pour chacune de ces disciplines. On peut voir que la moyenne canadienne est toujours au-dessus de la moyenne mondiale. Et la continuité de chaque ligne en bleu représente la moyenne des publications qui ont été déclarées comme étant des publications faites avec des ressources de Calcul Canada dans chacune de ces disciplines. Et on peut voir que la moyenne se trouve encore plus haute que la moyenne canadienne dans la plupart. Et elles sont organisées par ampleur de la différence entre la moyenne canadienne et la moyenne avec Calcul Canada, donc la grandeur de la portion bleue. Et on peut voir, c'est assez intéressant, que ce sont souvent les disciplines non traditionnelles qui bénéficient le plus de l'utilisation de ressources de Calcul Canada, comme on a arts et sciences, sciences sociales, neurosciences, sciences de la santé, et les disciplines très traditionnelles qui sont souvent associées avec le calcul haute performance se retrouvent tout en bas, mathématiques, chimie, génie chimique, astronomie. Et donc, c'est un phénomène assez intéressant en ce moment. Il y a énormément d'avantages pour les disciplines non traditionnelles à utiliser ces ressources. C'est en pleine évolution et ça affecte beaucoup l'impact potentiel des papiers. Ici, on voit la croissance du nombre d'utilisateurs. Ça représente les membres du corps processual, donc les chercheurs eux-mêmes, les chercheurs principaux, qui étaient d'environ 2000 en 2011 et qui sont passés à peu près 3000 en 2015. Il y en a encore plus maintenant. Prochaine diapo, la croissance en recherche de la santé. Donc, en l'espace d'un an, entre 2015 et 2016, il y a une augmentation d'environ 16% du nombre de comptes de membres du corps processual en général à travers Calcul Canada. Et on peut voir que la deuxième discipline où le pourcentage a été le plus élevé en augmentation, c'était les sciences médicales, biologiques et de la vie avec 26%. Et même si c'est en deuxième position, ça représente le plus grand nombre d'utilisateurs, si vous vous rappelez de la proportion globale des utilisateurs, qui est presque d'un quart. Donc, en termes de nombre de nouveaux utilisateurs, c'était le plus important. J'aimerais parler un peu des transformations de la recherche en santé. Donc, le défi que représente le stockage et la gestion de très grands ensembles de données ou de données très complexes, ça appartenait auparavant surtout à des grands projets scientifiques. On peut penser au premier génome entier ou on peut penser à des projets d'astronomie ou de physique. Et ce n'est plus le cas de nos jours. Beaucoup de chercheurs se retrouvent aux prises, disons, avec des grands ensembles de données qui peuvent être générés par des instruments directement dans leur laboratoire ou par des services qu'ils utilisent, comme les services de séquençage ou de microarray ou de services variés. Donc, ce n'est plus un défi particulier au grand projet, c'est un défi qu'on trouve de façon très générale à travers la population des chercheurs. En 2014, Calcul Canada a lancé un concours de plateformes et de portails qui a été mis sur pied pour encourager l'utilisation des ressources de Calcul Canada pour desservir des projets particuliers, des communautés particulières. Donc, des portails qui peuvent avoir un sujet, par exemple la génomique, et un projet en particulier, et des milliers d'utilisateurs qui peuvent être canadiens ou situés n'importe où dans le monde, utilisaient ces plateformes soutenues par Calcul Canada. Donc, à quoi servent ces plateformes exactement? Pourquoi faire une plateforme? Ça permet, comme j'ai dit, de bâtir une communauté autour d'un projet ou d'un grand jeu de données en particulier. Ça permet de faire des collaborations nationales et internationales à grande échelle, donc d'analyser des résultats, c'est-à-dire des données massives et de disséminer les résultats de façon presque instantanée à travers la planète avec tous nos collaborateurs.
Ça permet aussi d'avoir un meilleur accès et une facilité d'utilisation accrue pour les utilisateurs moins techniques. Donc, quand un portail permet un accès web à des grands jeux de données et des ordinateurs, des superordinateurs très puissants, et qu'avec quelques clics, un utilisateur peut lancer des calculs, il n'a pas besoin de comprendre comment envoyer les données, déplacer les données, interagir avec les éléments du superordinateur. Donc, ça permet vraiment une facilité accrue. Un autre effet important, c'est ça permet la reproducibilité des analyses. Donc, les outils partagés, les pipelines, sont communes et sont donc identiques. Il n'y a pas le problème de réinstaller tous les outils dans notre propre lab et d'avoir des résultats différents parce que les outils ne sont pas installés de façon exactement pareille. Et les ensembles de données aussi peuvent être versionnés proprement et on peut être certain que le jeu de données qu'on utilise est le même que un autre groupe a utilisé pour faire leur analyse. Et bien sûr, ça permet de faire une analyse d'ensemble de données très volumineux. Prochaine diapo, donc la diapo 10. Ici, on a des logos de différentes plateformes qui utilisent des ressources de Calcul Canada, des plateformes très variées. Donc, on a de l'imagerie médicale, de l'imagerie microscopique, on a des gens qui font de la génomique. Donc, ces communautés-là peuvent être toutes sortes de grandeurs. Il y a des petites communautés, de très grandes, et leurs besoins sont très différents aussi. L'idée de base, c'est qu'elles ont monté des ressources souvent web qui permettent vraiment à leurs utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin dans un endroit commun. À ce moment-ci de la présentation, on peut regarder s'il y a des questions sur la première partie. Il n'y a pas encore des questions. Merci, Marc. D'accord. On continue alors. Donc, à la diapo 12, ça devrait commencer à être clair pour la plupart des gens en recherche que l'informatique constitue de plus en plus un troisième pilier pour la découverte scientifique. Donc, il y a bien sûr la théorie et l'expérimentation, mais de plus en plus, ces deux premiers piliers génèrent beaucoup de données et ces données-là doivent être traitées par une infrastructure numérique qui est de plus en plus indispensable. De quoi on parle exactement quand on parle de calcul informatique de pointe? C'est simplement une activité informatique qui dépasse l'utilisation d'un simple ordinateur qu'on peut avoir dans notre laboratoire. Donc, on parle souvent de grappes d'ordinateurs ou d'ordinateurs spécialisés pour des problèmes particuliers qui permettent de traiter de grands ensembles de données beaucoup plus rapidement que de le faire sur un ordinateur portable. Le calcul informatique de pointe est utilisé partout dans le monde en ce moment pour améliorer la compétitivité et participer au succès économique, non seulement en recherche, mais aussi énormément d'innovation dans le monde de l'industrie. L'industrie canadienne ne fait pas exception. C'est un domaine où il y a beaucoup plus de participation qu'avant et de partenaires, il y a des partenaires industriels académiques aussi qui demandent l'utilisation de Calcul Canada ou de certaines ressources. Et donc, ces activités-là sont de plus en plus courantes. Quelles sortes de problèmes on peut résoudre avec les superordinateurs? Pratiquement un nombre infini de problèmes. Ici, il y en a simplement une liste d'exemples qui sont liés aux sciences de la santé. Donc, on connaît bien séquençage, épigénomique, détection des variants, repliement de protéines 3D. Bien sûr, tout ce qui est modélisation et simulation, donc ça va de la métabolomique, de simulation de cellules, épidémiologie, il y a aussi des simulations de problèmes chirurgicaux. On peut penser à peu près à n'importe quel domaine et il y a des exemples à donner.
diapo 16. Donc, je vais maintenant vous donner un court aperçu des ressources physiques et des services qui sont offerts par Calcul Canada. Donc, diapo 17. Calcul Canada est en ce moment en plein renouvellement technologique qui prendra fin en 2018. Donc, on passe d'environ 24 centres de données répartis à travers le pays avec à peu près 50 systèmes à 5 centres de données majeurs. Donc, c'est vraiment une grande rationalisation qui permet de créer une infrastructure nationale mieux coordonnée et de mettre sur pied des services nationaux qui couvrent en fait des chercheurs pour tout le pays. Donc, de l'info nuagique, des services de gestion de données. Ça permet aussi de s'assurer que l'accès aux machines, l'accès aux ressources sera plus homogène entre les sites qu'auparavant. Il y avait énormément de sites et il y avait beaucoup de différences entre la façon dont on pouvait accéder et utiliser les ressources. Donc, l'objectif principal, c'est d'avoir une plateforme plus facile à utiliser. Et bien sûr, les gens, les spécialistes de support sont répartis, eux, à travers tout le pays et sont là pour aider les chercheurs. Donc, ici, on peut voir les nouveaux systèmes qui se font mettre sur pied à l'heure où on se parle. Donc, dans l'Ouest, on a l'Université de Victoria et Simon Fraser University avec 2 systèmes majeurs. Et en Ontario, on a l'Université de Waterloo et Toronto, les points rouges. Donc, ce sont 4 des 5 sites majeurs. Et les points bleus que vous remarquez, ce sont les endroits où nous avons des membres de Calcul Canada qui sont des membres qui font partie du support. Donc, du support soit pour les machines ou soit directement pour les utilisateurs. Toutes les universités majeures ont des gens de Calcul Canada, des membres qui sont prêts pour faire du support, pour aider les chercheurs et pour leur donner conseil. Donc, les ressources, une par une, rapidement. La première de l'Université de Victoria, c'est Arbutus, qui est un système infonuagique OpenStack avec près de 7000 cœurs en production depuis septembre 2016. Et il y a une expansion de 30 % en 2017 sur ce système. CEDAR, l'Université Simon Fraser, qui est une grande machine de calcul général avec plus de 26 000 cœurs et 5 000 unités de traitement graphique. C'est en ce moment la machine la plus puissante au pays. Elle a aussi, je crois, environ 30 pétabytes, non, 30 pétaoctets de stockage. Donc, c'est une machine de grandeur très importante. Graham, à l'Université de Waterloo, est en fait presque une machine jumelle de CEDAR, sauf qu'il y a un peu plus de cœurs de processeurs à traitement général, 30 000, et moins de processeurs graphiques, 300 au lieu de 500. Donc, en termes de puissance, elle est un peu moins puissante, mais ça reste une machine très, très compétente. Niagara, à l'Université de Toronto, n'est pas encore acheté. L'achat est prévu en mi-2017. Ce sera une machine avec 60 à 70 000 cœurs et qui sera conçue pour les grandes charges de travail en parallèle. Diapo numéro 23. Donc, les services info-nuagiques étendus, Arbutus. Arbutus, en passant, c'est un arbre, je crois, l'arbousier d'Amérique, qui est un arbre très fréquent sur la côte ouest, qui perd son écorce. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes passé par là. La demande est importante pour les services d'infonuagique et c'est là qu'on retrouve la plupart des utilisateurs qui veulent lancer des services pour leur communauté. Donc, portail et plateformes de recherche. Ils vont utiliser ces machines un peu comme on utilise, par exemple, Amazon pour installer leur système de production et
diriger leurs utilisateurs vers ces plateformes. Les utilisateurs peuvent contrôler leur environnement de production eux-mêmes à partir de cette machine-là. Donc, comment aidons-nous les chercheurs? Comme j'explique depuis le début, en offrant des ressources, donc des ressources de haute performance, du stockage pour des mégadonnées, donc le fameux Big Data, du calcul sur CPU, GPU et tout ça sur les super-ordinateurs de recherche les plus grands et les plus puissants au Canada. Nous offrons aussi des services plus petits, par exemple un service OwnCloud sur un serveur dédié et géré par Calcul Canada. OwnCloud, c'est un peu comme Dropbox, que vous connaissez peut-être. Donc, ça offre 50 gigaoctets d'espace qui peuvent être utilisés par les chercheurs à partir de leur station et partagés avec d'autres pour des projets en particulier qui ne demandent pas de très grands volumes d'espace donné. Aussi des services, comme j'expliquais, d'info nuagique et de machines virtuelles qui permettent de répondre aux besoins particuliers pour les projets qui veulent monter leur plateforme, leurs outils, leur pipeline eux-mêmes. Et du stockage de données, incluant de la sauvegarde et des archives. Donc, tous ces services-là sont disponibles pour les chercheurs. Il y a des services aussi de plus haut niveau, donc comme par exemple les transferts de fichiers en utilisant Globus. Globus, c'est un peu comme un outil FTP, si vous connaissez, qui permet de transférer des données. La différence étant que Globus fonctionne de façon beaucoup plus optimale pour de très grands jeux de données. Et Globus aussi vous permet, à partir de votre laptop, par exemple, de votre portable, de connecter sur l'Internet et à travers l'interface web, qui est très facile à utiliser, vous pouvez initier de très grands transferts de données, par exemple 20 teraoctets, entre deux machines qui sont à l'intérieur de Calcul Canada ou qui ont été enregistrées pour transférer des données. Et à ce moment-là, vous pouvez même fermer votre portable, aller à la maison et après ça, une fois arrivé, regarder où le transfert en est rendu ou reconnecter le lendemain. Donc, c'est un outil très puissant et assez facile à utiliser qui permet de faire des grands transferts. Il y a des portails pour données spécialisées et des outils spécialisés. Jupyter Hub, nous allons en parler dans quelques diapos. Des plateformes comme GNAP. GNAP est une plateforme de communauté. Les plateformes communautaires offrent des services par elles-mêmes, mais certaines comportent aussi des spécialistes à l'intérieur de Calcul Canada. Donc, GNAP est une plateforme qui est directement supportée par des spécialistes à l'intérieur de Calcul Canada pour la génomique. Il y a des services de vidéoconférence, gestion de données et distribution logicielle, dans le sens où on permet à des projets qui ont l'intention d'installer un logiciel à un des sites de Calcul Canada, de distribuer de façon identique ce logiciel-là à travers tous les sites. Donc, il n'y a plus de problème d'avoir à répliquer les installations d'un site à l'autre. L'installation se multiplie par elle-même à travers les sites qui sont utilisés par le groupe. Calcul Canada aussi offre des conseils experts, donc de la consultation pour aider les chercheurs à déterminer quelles ressources sont nécessaires pour leur projet. Calcul Canada ne développe pas de code pour les sciences comme telles, mais peut définitivement aider à l'optimisation et au dépannage de code informatique. Personnalisation d'outils, il y a aussi des services pour aider à l'installation, l'exploitation de matériel informatique de pointe. Et comme je disais plus tôt aussi, il y a des spécialistes à l'intérieur de Calcul Canada dans plusieurs domaines, dont la bioinformatique, simulation biomoléculaire, sciences humaines et sociales, physique subatomique, aussi en visualisation et en cybersécurité. Donc, en contactant Calcul Canada, donc simplement support à calculcanada.ca, on peut, si vous avez des questions,
par rapport à une spécialité particulière, les gens vont pouvoir vous diriger vers les bonnes personnes pour en discuter. Calcul Canada offre aussi des ateliers et de la formation. Donc, surtout à travers les partenaires régionaux, il y a énormément de formation qui se fait à tous les niveaux, à travers toutes les disciplines. Vous pouvez contacter votre le partenaire régional, donc Calcul Québec, et voir la liste des cours qui sont offerts pour toutes sortes de sujets. Il y a des cours d'été ou des ateliers d'été offerts à la grandeur du pays. La formation se fait de façon individuelle ou en groupe. Il y a énormément de choix. Il y a beaucoup de matériel aussi en ligne à pouvoir visualiser et lire. Et Calcul Canada est un fournisseur de Software Carpentry qui est un site qui permet d'aller chercher des compétences de base en recherche informatisée. Ils ont beaucoup de ressources pour faire l'apprentissage des éléments de fondation essentiels pour les chercheurs qui désirent se lancer dans le calcul de pointe. La gestion des données de recherche qui devient de plus en plus importante, c'est avec la réalisation du fait que le stockage de données est intéressant, mais n'est plus suffisant pour l'utilisation de ces données. Donc, il est nécessaire de les mettre quelque part, mais il faut ici pouvoir les accéder de façon claire, les organiser et les utiliser. Et les organismes subventionnaires, de plus en plus, demandent que les données aient un cycle de vie qui soit bien géré. Donc, après la publication d'un papier, c'est important de pouvoir disséminer les données et les avoir identifiées correctement et accessibles à l'utilisation des chercheurs canadiens et à l'international aussi. Donc, Calcul Canada, pour aider la situation, s'est fait partenaire avec l'ABRC, donc en anglais c'est le CARL, l'Association canadienne des bibliothèques de recherche. Donc, Calcul Canada fournit du stockage de masse, des outils pour le mouvement, des expertises logicielles, donc un peu les fondations. Et l'ABRC fournit leur expertise pour les métadonnées, l'organisation comme telle des données dans une plateforme claire et ils ont un réseau de soutien national sur les campus pour permettre aux chercheurs de clairement organiser et identifier un cycle de vie pour leurs données. Ces services-là visent surtout ce qu'on appelle en anglais le long tail, donc je ne sais pas si c'est une traduction exacte ici, la longue traîne. Donc, ce n'est pas les groupes de grands projets qui sont amplement subventionnés comme en physique ou quoi que ce soit, qui ont déjà des dépôts de données très organisés qui vont nécessairement bénéficier le plus de ça. C'est les chercheurs qui sont dans leur lab avec peu de subventions et peu d'expertise peut-être pour créer de tels dépôts qui vont pouvoir directement utiliser cette plateforme pour stocker, partager et conserver leurs données. Donc la façon dont ça fonctionne, un dépôt fédéré, donc tout en haut, vous avez un ou une chercheur qui peut explorer et faire des recherches à travers les données disponibles dans les dépôts qui sont identifiés au milieu de la page. Donc, à gauche, il y a le dépôt de Calcul Canada. On a le data gouvernement ici en milieu en rouge. Et à la droite, vous avez des dépôts universitaires qui sont enregistrés dans le système. Une fois que les jeux de données intéressants ont été trouvés, ils pourront être poussés vers les ressources de Calcul Canada pour de l'analyse et les résultats, s'ils sont intéressants, pourront être réingérés dans le système et on voit ici à gauche et à droite des chercheurs qui déposent en fait leurs données dans le système pour utilisation ultérieure par d'autres chercheurs.
ce site est en fait en mode bêta en ce moment, donc on en fait un test. Vous pouvez facilement y aller. Donc le FRDR, DFDR. En ce moment, puisque c'est un test bêta, il n'y a pas énormément de projets qui l'utilisent, mais vous pouvez déjà commencer à déposer des données. Et si vous avez des questions sur le fonctionnement ou les paramètres exacts de ce qui se passe avec ces données, vous pouvez contacter Calcul Canada et lire les informations qui sont sur le site lui-même. Calcul Canada aussi fait un partenariat avec le Pacific Institute for Mathematical Science pour permettre de développer des serveurs Jupyter Hub pour les chercheurs canadiens. Donc, Jupyter, c'est un système que vous connaissez peut-être qui permet de faire de la programmation à partir d'une interface web et de faire rouler ces programmes directement sur l'infrastructure. Donc, ça élimine énormément d'obstacles face à l'utilisation d'outils plus traditionnels où il y a peu de support par rapport à lancer les calculs eux-mêmes sur les infrastructures. C'est de plus en plus populaire auprès des chercheurs et l'allocation actuelle du système permet de supporter à peu près 8000 utilisateurs. Donc, la grande question, à savoir si vous êtes intéressé par Calcul Canada, quoi faire? Donc, la première chose à faire, c'est de se rendre sur calculcanada.ca ou computecanada.ca et de faire une demande de compte. Vous suivez les liens pour un compte. En tant que chercheur, vous pouvez automatiquement ouvrir un compte et après confirmation, vous aurez accès à des ressources par défaut. Et vous pouvez commencer d'utiliser ces ressources immédiatement. Il y a aussi pour les groupes de recherche ou les chercheurs qui ont besoin de plus de ressources que ce qui est attribué par défaut, un concours d'allocation de ressources, donc le CAR, qui est annuel. Je vais montrer sur la prochaine diapo un peu comment ça fonctionne. Et pour toute question, vous pouvez envoyer un courriel à support@calculcanada.ca. Donc, le service d'accès rapide fonctionne comme j'ai expliqué. Donc, au début, que vous ayez besoin d'une petite allocation, que ce soit pour des explorations ou que vous ayez un grand projet, il faut simplement créer un compte. Vous ouvrez un compte et vous avez accès aux ressources de base. Si ces ressources de base ne s'avèrent pas être suffisantes, par exemple, si vous avez 1 téraoctet de stockage, vous en avez besoin de 3, vous pouvez envoyer un email au support et demander, et ils vous diront, oui, pas de problème, on peut vous augmenter immédiatement. Ou, si vous demandez énormément de stockage, par exemple 500 téraoctets, ils vont vous demander de faire une application pour le concours d'allocation annuel. Et le concours d'allocation annuel se fait chaque année vers le mois de septembre, les appels sont faits, vers novembre, les soumissions sont entrées et le cycle d'utilisation de l'allocation commence en avril avec l'année financière et se termine en avril. Si vous êtes un chercheur qui a besoin de beaucoup de ressources et qui se retrouve en plein milieu de l'année, donc en dehors du cycle de demande d'allocation, vous pouvez toujours contacter Calcul Canada et nous allons faire de notre mieux pour vous attribuer les ressources suffisantes pour commencer à travailler. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais, oui. S'il y a des questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Oui, merci Marc. On a reçu quelques questions jusqu'à maintenant. Je peux rappeler aux participants, s'il y a des questions, vous pouvez nous poser en utilisant la boîte à discussion
en bas à droite de votre écran. Après le webinaire, vous pouvez envoyer des questions pour IRSC à notre centre de contact au IRSC ou si c'est porté à Calcul Canada, info à Compute Canada ou l'adresse que Marc vient de vous expliquer tantôt. Alors, les questions qu'on a reçues jusqu'à maintenant, quels sont les logiciels nécessaires de connaître pour réaliser des analyses? Il y a 3 autres questions, mais on va commencer avec celle-là. C'est une question un peu grande. En fait, il y a 2 sortes de logiciels. Il y a les logiciels pour connecter à l'infrastructure, donc les outils de base pour, dépendamment de ce que vous voulez faire exactement pour accéder à l'infrastructure, qui sont des outils très standards, comme le fameux SSH, le Secure Shell. Et ensuite, il y a les outils pour votre discipline. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, que ce soit des statistiques, de la bioinformatique. Donc, sur les systèmes, il y a déjà énormément de ces outils qui sont installés, mais souvent, les chercheurs désirent utiliser quelque chose d'autre et qui existe dans la communauté et peuvent installer ça eux-mêmes dans leur compte. Donc, afin de pouvoir faire ça soi-même, il faut quand même avoir des compétences informatiques qui soit un de vos étudiants peut le faire ou vous pouvez prendre les cours nécessaires pour le faire. Par l'utilisation d'une plateforme, c'est différent. C'est-à-dire que la plateforme permet souvent d'avoir une interface web qui permet l'utilisation de ces outils-là à travers juste quelques clics, si vous voulez. Mais les plateformes doivent être déjà en place et être supportées par une communauté qui fait ce que vous voulez faire comme calcul. Donc, c'est un peu difficile pour moi de répondre, mais on a une très grande librairie de logiciels scientifiques qui est déjà installée sur les machines de calcul. Et pour ajouter aussi, si vous avez des nouveaux logiciels que vous croyez ont de la valeur pour l'ensemble de la communauté, on a du personnel qui peuvent les installer pour l'ensemble de la collectivité. Donc, vous pouvez en faire la demande également. Oui, exactement. Merci, Jonathan. Bon, merci. Oui, merci, Jonathan. Une autre question. Quand seront disponibles les serveurs de Cedar et Graham qui étaient attendus pour avril de cette année? Oui, en ce moment, il y a déjà des utilisateurs en mode bêta qui ont commencé à les utiliser. Donc, ça devrait arriver, je n'ai pas les dates exactes, mais ça devrait être au cours de juin-juillet. Il y a énormément de travail. La plupart des équipes de Calcul Canada sont affairées à amener ça en service le plus tôt possible. Mais ce sont des machines très complexes, donc ça demande beaucoup de travail, mais nous y sommes presque. Donc, ça devrait être très bientôt. Jonathan, est-ce que tu connais une date plus précise que moi? À ma connaissance, dans le cas de CEDAR, je crois que la semaine prochaine ou la semaine d'après, il va y avoir un début de transition de certains utilisateurs vers la machine. Donc, l'ouverture générale est dans les prochaines semaines. C'est à très, très, très court terme. Dans le cas de Graham, ça va probablement aller plus vers mi-juillet, fin juillet probablement. La machine est en train d'être rodée. Mm-hmm. Bon, merci beaucoup. Une autre question. Existe-t-il un site à Ottawa ou en Québec, à Québec? Un site à Ottawa ou à Québec? On parle de la ville d'Ottawa et la ville de Québec? Plutôt au Québec, je pense, dans la province. Oh, un site au Québec. En fait, oui, il n'y a rien d'officiel, c'est-à-dire rien de public en ce moment, mais oui, Calcul Québec a été choisi et le site qu'ils ont mis de l'avant deviendra un des sites nationaux. Donc, un 5e site va être installé au Québec. Donc, la confirmation de ces choses-là doit se faire bientôt.
mais essentiellement, les utilisateurs québécois devraient être bien servis avec ce nouveau site. D'accord, merci beaucoup. On a reçu... J'aimerais peut-être rajouter... Oh, je m'excuse, j'aimerais juste rajouter aussi que toutes les équipes en place au Québec, de Calcul Québec, restent en place. Donc, tout le support et les gens que vous connaissez peut-être, vous avez déjà, si vous avez déjà contacté Calcul Canada, il y a beaucoup de ces systèmes-là qui restent en place et donc, même si en ce moment, il n'y a pas de site national, les sites existants restent en place jusqu'à leur décommission et le support est aussi très présent. Donc, le Québec a des ressources, même si en ce moment, il n'y a pas de site national en marche. Et je pourrais ajouter également que si des utilisateurs du Québec aujourd'hui veulent aller, par exemple, commencer à s'installer sur d'autres systèmes à Calcul Canada qui sont à l'extérieur du Québec, les analystes du Québec peuvent vous aider à faire ça également. Vous avez accès à toutes les plateformes au niveau canadien. Très bien, c'est super. On a reçu une autre question. Alors, il y a deux qui restent pour l'instant. Y a-t-il des liens entre Calcul Canada et Statistics Canada? Je ne suis pas certain si c'est comme une relation comme clientèle ou je ne suis pas certain, mais c'est ça. Donc, je peux pas commenter au niveau des relations spécifiques avec des entités externes, nos partenariats ou nos clientèles spécifiques, mais on a des gens de différentes agences gouvernementales qui utilisent nos services également. Bon, parfait. Une autre question, c'est les directeurs de laboratoire peuvent demander des allocations des ressources. Qu'en est-il des responsables de plateau technique? Pourront-ils faire la demande en leur nom dans le futur? Je ne suis pas certain si j'ai bien compris la question, mais je peux le répéter. En fait, l'ouverture d'un groupe dans Calcul Canada se fait à travers un chercheur, donc un chercheur principal. Et une fois que le chercheur a ouvert son compte, il obtient ou elle obtient un numéro d'identification qui permet d'enregistrer tous les étudiants et ou collaborateurs qui sont liés à sa recherche. Donc, idéalement, il faudrait avoir un chercheur principal qui met son nom sur la plateforme et ensuite, toute l'équipe peut s'enregistrer en dessous. Maintenant, si un chef de plateforme qui n'est vraiment pas un chercheur et qui a un certain besoin pour enregistrer ce chef de plateforme comme étant un utilisateur principal, donc responsable du compte, contacter le support et on pourra discuter de la chose, mais normalement et habituellement, on trouve un chercheur principal qui devient le responsable principal de la location. J'aimerais également préciser, si un laboratoire a 8 chercheurs qui sont tous éligibles à des demandes de subvention, peuvent conduire leurs propres activités de recherche, ils doivent tous s'inscrire à Calcul Canada comme un chercheur principal. Un chercheur dans le groupe va devoir faire une demande d'allocation pour un projet spécifique et il va pouvoir partager cette allocation ou joindre d'autres chercheurs à cette allocation-là. Donc, ces chercheurs-là ne doivent pas être sous le chercheur qui fait la demande d'allocation. Chaque chercheur est libre de faire ses propres demandes de façon parallèle, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent participer à une autre demande. Bon, merci beaucoup. Peut-être qu'il reste quelques minutes pour un ou deux autres questions. On a reçu un, alors c'est notre dernière pour l'instant. Quelles sont les exigences éthiques pour effectuer des analyses sur des données cliniques? Au niveau des données cliniques, donc les données cliniques, ça c'est une zone grise importante, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de faire de la recherche clinique, il faut avoir
vous-même tous les certificats d'éthique et tous disons, la paperasse pour avoir le droit de mettre vos données sur des serveurs qui sont partagés. Une fois que ça c'est fait, le projet peut être un projet complètement ouvert où les données sont désidentifiées et puis il y a eu une forme d'approbation pour pouvoir les distribuer publiquement, ou non, des fois les projets peuvent être complètement fermés et disponibles et visibles seulement pour quelques utilisateurs. C'est du cas par cas, ça dépend des études en question, ça dépend de leur panneau d'éthique qui est l'Ethic Board et puis les fameux formulaires de consentement des patients et tout ça. Donc, si par exemple vous avez accès en tant que chercheur à des données médicales qui sont dans le dépôt fédéral, normalement, ces données-là ont reçu tout le consentement nécessaire pour que vous puissiez les utiliser ou ils vont vous demander de signer une entente particulière. Et sinon, vous ne pouvez même pas les accéder. Ça dépend des projets. Si votre projet génère des données, et ça, Jonathan peut-être peut en parler plus amplement, qui doivent être protégées, à ce moment-là, il faut s'assurer que vous avez le droit de les mettre sur Calcul Canada et ou de nous contacter pour nous assurer que les systèmes que vous utilisez et les techniques que vous utilisez soient compatibles avec tous les paramètres de l'étude en question. Je ne sais pas, Jonathan, si tu as d'autres choses à rajouter sur la question. Oui, je vais ajouter quelques petits points. D'abord, pour l'aspect éthique, les règles sont fixées par les comités d'éthique et non pas par Calcul Canada. Donc, nous, on ne peut pas répondre en leur nom. Par contre, on est très ouvert à discuter avec eux pour aligner notre offre de service avec la réalité auquel la communauté fait face. De façon générale, on a des données cliniques qui roulent ou qui sont hébergées à Calcul Canada. Dans certains cas, par exemple, au Québec, certains de ces projets-là ont passé à travers la Commission d'accès à l'information et on est allé rencontrer les gens de la Commission d'accès à l'information pour expliquer comment les données allaient être sécurisées, c'est quoi les protocoles d'accès, et le chercheur expliquait son bout. Ce qui est important dans ce contexte-là, c'est que c'est important d'établir une relation entre Calcul Canada, Calcul Québec ou le site qui offre le service et l'entité qui est responsable légalement de ces données-là. On ne peut pas seulement aller utiliser les ressources de Calcul Canada. Il y a des étapes supplémentaires à faire. Merci beaucoup. J'en ai une question très vite. Un participant qui veut savoir si les serveurs sont tous hébergés seulement au Canada ou s'il y en a d'autres hors du pays. Ils sont tous hébergés au Canada et quand vous choisissez un système en particulier, vous connaissez sa localisation. Donc, par exemple, si vous avez des restrictions qui vous disent que les données doivent demeurer en Ontario, bien, vous avez le choix d'aller calculer sur un système en Ontario ou vous savez qu'il est, par exemple, au Québec, vous devez faire du travail supplémentaire. Vous connaissez la localisation de nos systèmes. Bon, merci. Je ne pense pas qu'on a reçu d'autres questions. J'ai reçu quelques commentaires que j'ai mis dans la fonction chat. Mais je pense pas qu'ils sont des questions. En tout cas, s'il y a des questions après le webinaire, vous êtes bienvenus à les envoyer chez nous ici au IRC, soutien@CIHR-IRSC.gc.ca ou à Calcul Canada, c'est info@computecanada.ca. Oui, je pense qu'il n'y a plus de questions et plus ou moins plus de temps. Alors, j'aimerais remercier nos présentateurs, Mark et Jonathan, et surtout merci à tout le monde qui a assisté aujourd'hui, qui a posé des questions.
Alors, comme j'ai expliqué au début, il y aura un enregistrement de cet webinaire qui sera disponible sur notre site web. Vous pouvez chercher pour webinar, puis sous l'onglet des webinaires passés, on va le trouver. Ça va prendre quelques jours, mais en tout cas, merci tout le monde d'être venu. Merci pour votre participation. Surtout, merci à Jonathan et à Marc. Et bon après-midi. On dirait au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.